Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de la série Expérimenter la circularité. Je suis Hortense, on vous accueille avec ma collègue Alice pour l'ensemble des webinaires de cette série. Nous travaillons au CERIEC, donc Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, qui est basé à l'ETS à Montréal. Cette série de webinaires est issue du projet de Lab Construction, qui est un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour le secteur de la construction. Ce dispositif a permis de mener 19 projets qui sont basés sur la co-création et l'expérimentation. Ils ont permis de tester et de démontrer des stratégies de circularité pour le secteur. Ces 19 projets sont portés par un ensemble de porteurs et porteuses de projets issus de la recherche, du secteur privé et du secteur public. Et ce sont ces personnes que nous invitons chaque semaine, 2 fois par semaine même, à raconter leurs expériences et apprentissages du Lab Construction. Nous explorons aujourd'hui les méthodes et modèles d'affaires circulaires. Le lien pour vous inscrire aux autres séances qui ont donc lieu les lundis et jeudis jusqu'au 20 juin à 11 h à la même heure va être mis à disposition dans le chat. Merci Raphaël pour le soutien chat aujourd'hui. Donc vous avez aussi à l'écran la liste des autres webinaires qui s'affichent. Voilà pour l'introduction générale. Donc, pour ce troisième webinaire qui s'appelle Méthodes et modèles d'affaires circulaires, quantifier, suivre, optimiser, nous recevons 4 invités aujourd'hui. Bienvenue à vous 4 et merci d'être avec nous. Je vais vous présenter brièvement. Donc Annie, habituée de de nos programmes, j'ai le goût d'expérience. Directrice scientifique du CERIEC et de l'Institut Adapté, donc qui travaille sur la résilience et l'adaptation au changement climatique, je dis bien, pour l'environnement bâti. Elle était déjà avec nous la semaine passée pour le webinaire d'introduction, puis elle a de multiples autres casquettes. Liane, bienvenue. Tu travailles chez Arup en ingénierie de bâtiment avec une lentille économie circulaire et analyse de cycle de vie. Tu peux peut-être faire un petit coucou oral pour qu'on te voit. Bonjour. À la caméra, merci. Bienvenue. Eric, donc toi, tu es chercheur et prof en génie de la construction ici à l'ETS, au GRID, sur la numérisation en lien avec le bâtiment. Bienvenue à toi. Bonjour. Et enfin, non des moindres, Marc, qui est à distance avec nous en ligne, co-titulaire du réseau de recherche en économie circulaire du Québec, chercheur et prof à l'Université Laval à l'école de comptabilité. Donc, merci à tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, vous êtes déjà habitués. Pour les autres, je rappelle les petites informations techniques d'usage en ce début de session. Donc, on est en mode webinaire. Comme vous le voyez, vous ne pouvez pas voir les autres participants. Puis, le chat est désactivé. Par contre, vous pouvez indiquer vos questions-réponses dans la boîte qui se situe normalement en bas de votre écran. Donc, on va répondre à certaines de ces questions par écrit. Comme je le disais, il y a notre collègue Raphaël qui est là et qui va nous soutenir là-dessus. Et puis, en fin de webinaire, on va poser certaines de vos questions aussi à nos panélistes. Vous pouvez ajuster la taille de la présentation et de la vidéo grâce à une barre qui se situe au milieu de votre écran que vous pouvez faire glisser. On va parler de plusieurs projets d'expérimentation aujourd'hui qui sont des projets du Lab Construction. Ils seront disponibles, en tout cas les résultats de ces projets-là seront disponibles sur la plateforme web du Lab Construction dont on va vous reparler à la fin du webinaire. Finalement, ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion sur la page YouTube du CERIEC. J'ai tout dit. Ouais. De plus en plus vite, on dirait. Donc, allons-y. Le sujet du jour, c'est la quantification et la mesure. Donc, nous, on souhaiterait demander à nos panélistes pour rentrer dans le sujet puis faire cette introduction. Vraiment, pourquoi c'est important, finalement, de parler de mesure, de quantifier quand on cherche à faire de l'économie circulaire. Donc, on va faire un petit tour de table là-dessus avec des réponses assez courtes, si ça vous convient. Annie, je me tournerai d'abord vers toi pour répondre à cette question de l'importance de la mesure. Si moi, je vais parler spécifiquement au niveau des impacts environnementaux. Je dis, il y a 2 grands éléments qui sont importants. Bien, le premier, le fait de mesurer les bénéfices, que ce soit en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de tout autre type d'impact environnemental, c'est de faire la démonstration que ces stratégies d'économie circulaire-là ont vraiment des bénéfices qui doivent être mis en place. Donc, ça peut aider évidemment à les implanter dans différents milieux que d'avoir cette démonstration-là plutôt que seulement des intuitions. Puis le deuxième élément, c'est aussi d'éviter certains déplacements d'impact qu'on pourrait avoir. Donc, s'assurer que la solution, elle est vraiment bénéfique et que si on a, par exemple, un gain en termes, disons, de réduction d'émissions de GES, mais qu'on augmente d'autres types d'impacts environnementaux, que ce soit au niveau de la consommation de l'eau, d'autres types de pollution atmosphérique, par exemple, mais qu'on les capte aussi, puis qu'on tente d'atténuer ces effets pervers-là. Puis ça pourrait être aussi, même quand on élargit un peu le système qu'on étudie,
on en a parlé très rapidement au premier webinaire, mais des effets rebonds ou des effets indirects qu'on pourrait avoir, d'être en mesure de le modéliser pour les appréhender, mais ça va permettre de mettre soit des barrières ou du moins de faire des avertissements. Attention, dans la mise en place de cette mesure-là, il faut s'assurer de faire attention à tel élément ou tel élément. Sinon, on est un petit peu dans le brouillard, puis exactement, on ne va pas prendre des décisions qui ne seront pas éclairées. Oui, puis quand on quantifie, on se voit que parfois, justement, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on pensait au départ qualitativement. Donc, intéressant, merci. Marc, de ton point de vue, pourquoi c'est important de quantifier quand on veut faire de l'économie circulaire? Oui, mais en fait, plusieurs aspects importants. Donc, en complément de ce que Annie vient de dire, bon, premier élément, peut-être, la quantification permet de mesurer l'envergure d'un phénomène. Donc, qualitativement, on peut identifier certaines choses, mais l'envergure va être donnée avec un phénomène de quantification, de mesure. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ça nous permet aussi de prioriser. Donc, si on a plusieurs phénomènes qu'on regarde, mais peut-être savoir lequel est le plus important, lequel on devrait peut-être se pencher en premier. Ça nous permet aussi de suivre dans le temps. Donc, la quantification permet d'avoir d'assurer une certaine évolution, de voir s'il y a évolution, quel que soit le type de quantification. Ça nous permet aussi de comparer éventuellement dans le temps aussi, ou comparer différentes actions ou différents états, éventuellement certaines situations. Pour le niveau organisationnel, ce qui est intéressant lorsqu'on fait le maillage entre aspects environnementaux et aspects sociaux, pour élargir ça sur la dimension économique. Donc, on mesure économiquement, finalement, un enjeu qui soit social ou environnemental, bien, ça nous permet à ce moment-là de rentrer dans le volet plutôt stratégique de l'organisation. Donc, de ramener des aspects qui pourraient être considérés comme plutôt marginaux, mais de les ramener finalement dans le langage des affaires, dans la priorisation stratégique des enjeux à considérer par l'organisation. Puis ça, c'est ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que cette quantification-là monétaire, dans ce cas-ci, c'est vraiment incontournable pour prendre en charge ou en prendre en compte, en fait, des enjeux environnementaux ou sociaux. Donc, voilà. Ouais. Merci. Liane, de ton côté? Oui, ben, similaire à Annie et Marc, quantifier, ça permet de comprendre où sont les impacts au niveau d'un bâtiment. Et une fois qu'on comprend les impacts, on peut déterminer où sont les meilleures opportunités pour, par la suite, réduire les impacts environnementaux. Puis après, quand on regarde d'un niveau comme plus système, où est-ce qu'il y a des bâtiments dans la construction, quantifier va permettre aussi de pousser les limites et d'aller plus loin au niveau comme des politiques et des standards et d'augmenter ces objectifs et de comprendre où il faut mettre les actions. Merci. Éric? Ouais, ben, je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit, puis je pense que je mets mon chapeau peut-être plus du côté des professionnels à qui on demande de prendre des décisions tout au long du cycle de vie d'un actif. Quantifier, pour moi, c'est aussi avoir une visibilité, une meilleure compréhension. Donc, les décisions se prennent, on essaye d'être le plus basé sur les faits là, quand on prend une décision en conception. Mais c'est difficile d'avoir accès à de la donnée, de pouvoir vraiment voir l'impact, de le visualiser, puis de comprendre à sa juste valeur, surtout que les professionnels proviennent de différents backgrounds, de différents parcours, ont différentes perspectives. Donc, d'essayer d'avoir un langage commun, une compréhension commune d'un enjeu, quantifier, c'est nécessaire. Puis d'essayer d'enlever le plus possible l'intuition de la décision, puis d'aller vers, en anglais, du evidence-based design, de la conception basée sur les faits. Quantifier, c'est la clé là-dedans. Puis surtout, si on regarde avec l'économie circulaire, avec les décisions qui se prennent sur des longs cycles de vie, 50, 75 ans, 100 ans, ben, il faut avoir cette traçabilité-là. Puis là, je me scoop un peu pour la place. Je vais arrêter. C'est bon, c'est juste du teasing. Ouais, merci à tous les quatre. Puis tu viens de le nommer aussi, Éric, c'est quand même complexe. Puis on voit que c'est une question importante, cette question de la quantification-là. Puis Annie, pour reboucler sur, tu nous parlais tantôt des impacts environnementaux. Puis on parle souvent d'analyse de cycle de vie dans cette matière-là. Est-ce que, juste en une courte réponse, tu peux nous expliquer ce qu'est une analyse de cycle de vie, puisque ça va nous servir pour la suite de la discussion. Donc, petite parenthèse théorique.
Oui, ben en fait, c'est une méthode qui vise à évaluer les impacts environnementaux potentiels que le cycle de vie va pouvoir va avoir. Et là, quand on parle de cycle de vie, ça peut s'appliquer vraiment à un produit de consommation, à un projet, à un service. Donc, les frontières de ce qu'on souhaite étudier peuvent vraiment être variables, mais l'idée à la base, c'est vraiment de prendre en compte vraiment l'entièreté du cycle de vie, donc toutes les chaînes de production, là, de l'extraction de la matière première jusqu'aux produits qu'on va utiliser, évidemment tout ce qui est transport, distribution et l'utilisation aussi, là, en particulier quand on est dans le bâtiment, on sait bien que la phase d'opération va avoir plusieurs activités qui vont être aussi, qui vont causer des impacts. Donc, une fois qu'on cadre là, ce qu'on étudie, le cycle de vie, ben, on va aller quantifier, c'est un peu un exercice que j'appelle de comptabilisation technique, là. On quantifie toutes les émissions à l'environnement que ces différentes activités-là ont et les ressources naturelles qu'on extrait aussi de l'environnement. Donc, c'est là où on a un impact. Et une fois qu'on a un peu comptabilisé ça, on utilise des modèles basés sur les sciences naturelles pour transformer ça en impacts environnementaux. Donc, sur la diapo, on a une liste non exhaustive pour donner un exemple, mais c'est sûr qu'on a des indicateurs qui vont nous permettre de dire, bien, toutes ces émissions polluantes-là, voici un score d'impact pour cette catégorie d'impact-là. Et ensuite, bien, ça nous permet évidemment de comparer ces scores d'impact-là entre différents systèmes qui vont nous apporter la même fonction pour faire des choix éclairés, mais aussi, un peu comme le disait Marc tout à l'heure, prioriser nos actions. Donc, si on se fie à nos a priori, parfois on pense qu'il y a plus d'impact à un certain endroit qu'à un autre. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça. Donc, concentrons nos ressources et nos efforts là où ça va faire un impact vraiment significatif, nos mesures. Fait que c'est un petit peu la philosophie là, derrière la méthodologie. Génial, merci. Je pense que ça clarifie bien pour les personnes qui n'avaient pas connaissance de l'analyse de cycle de vie. Donc, la CV, puis c'est important puisqu'on va en parler pas mal avec Liane. Toi, tu travailles chez Arup, donc, qui est une entreprise leader en économie circulaire du bâtiment dans le monde. Puis, dans ta pratique, tu utilises les ACV comme outil d'aide à la décision pour concevoir des bâtiments. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu les limites que tu as rencontrées dans les méthodes courantes d'ACV, puis en quoi le projet sur lequel vous avez travaillé dans le cadre du lab a cherché à y répondre? Oui. Donc, le projet sur lequel on a travaillé s'appelle Appliquer la circularité dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Donc, c'est un projet qui a été porté par Arup et l'ETS. Et on a travaillé en collaboration avec Groupe AGECO et Studio Carbone. Donc, comme le mentionne le titre, il y a deux composantes à notre projet. Il y a la circularité et la CV. Et nous, on l'a regardé au niveau d'un bâtiment. Donc, au niveau de la circularité, c'est un terme qui englobe plusieurs stratégies qui, j'imagine, a été discuté probablement dans le premier webinaire. Tout à fait. Mais ça peut être la réutilisation de matériaux, concevoir pour déconstruire, adapter des bâtiments ou les rénover. Et donc, c'est assez vaste. Il y a plusieurs stratégies qui tombent sous le terme de circularité. Mais pour nous, c'est un moyen de décarboner le bâtiment d'un point de vue de carbone intrinsèque, donc tout ce qui touche matériaux et construction. La deuxième composante étant la CV, Annie vient bien de bien le décrire, c'est cette méthode qui permet d'attribuer et de comptabiliser les impacts environnementaux. Dans notre projet, c'est pour un bâtiment, mais sur toutes les étapes de son cycle de vie. Et donc, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie et qui est souvent requis aussi pour des fins de certification comme nous. Et donc, pour notre projet, on a voulu regarder comment est-ce que l'ACV et la circularité s'alignent bien ensemble ou non, selon les normes et les directives qui existent. Et donc, on a voulu comprendre qu'est-ce qu'il faut modifier ou adapter dans l'ACV pour bien comptabiliser ces stratégies circulaires. Donc, il y a plusieurs défis au niveau de l'ACV et de la circularité. Et c'est ce qu'on a voulu regarder et ce qu'on a voulu proposer un peu comme des solutions plus pratiques pour les professionnels. Donc, quand on regarde au niveau de la circularité, notre défi, c'est au niveau de la définition. Il y a la définition de la circularité qui existe et qui est quand même bien définie par plusieurs cadres. Il y a le Circular Building Toolkit de Arup et de Ellen MacArthur Foundation, par exemple.
Et donc, notre but n'était pas de réinventer ou de redéfinir ce qu'est la circularité ou l'économie circulaire pour les bâtiments, mais de restructurer sa définition pour qu'elle s'aligne, en fait, avec la méthodologie de la CV. Donc, la CV, elle est axée sur des résultats et des impacts. Donc, on a créé ces 3 catégories de stratégies. Donc, on a une première catégorie qui s'appelle stratégie qui vise à partager les matériaux entre les systèmes. Donc, ça peut être l'utilisation de matériaux recyclés ou la réutilisation de matériaux existants. Une autre stratégie, c'est la conception pour la déconstruction. Et une troisième, c'est la rénovation de bâtiments existants. Dans notre deuxième catégorie de stratégie qui vise à accroître l'utilisation des bâtiments, on l'a regardé de 2 points de vue, donc niveau temporel et spatial. Qu'est-ce qui arrive qu'on allonge la durée de vie d'un bâtiment et qu'est-ce qui arrive qu'on vient intensifier l'espace d'un bâtiment. Et notre troisième catégorie, c'est la catégorie des stratégies qui visent à réduire les impacts des matériaux. Donc ça, c'est la sobriété matérielle, choisir des matériaux bas carbone ou des matériaux qui stockent le carbone biogénique. Donc on a voulu créer ces 3 catégories sous lesquelles il y a plusieurs stratégies. Et c'est dans le but de mieux aligner circularité et ACV pour le rapport qu'on a créé. Au niveau de la CV, pour moi, il y a comme 2 défis par rapport à la circularité. C'est que c'est un processus qui est généralement typique linéaire et c'est aussi une méthode assez flexible. Au niveau linéaire, c'est que c'est une méthode qui utilise des matériaux avec une durée de vie définie. Les limites et les frontières doivent être aussi clairement définies, donc c'est comme un système. Et donc le bâtiment, il a un début et une fin. Mais ça devient un peu plus difficile avec les stratégies circulaires, puisque ces concepts circulaires vont souvent aller au-delà des limites. Et ça vient un peu flouter parce qu'il y aura plusieurs systèmes qui vont s'entrecroiser. Donc, quand on pense à la déconstruction et la réutilisation de matériaux, ben, on parle de 2 bâtiments, puis on vient comme lier ces 2 systèmes. Et donc, des fois, c'est peut-être pas tout à fait très clair dans les normes comment est-ce qu'on adresse au fait ces différents systèmes. Et il y a le module D qui existe et qui vient aider à comptabiliser ces avantages et fardeaux liés à ces impacts hors système. Mais ça reste qu'il faut quand même un peu plus étudier le tout ensemble. Le deuxième item par rapport à la CV et ses défis, j'avais dit, c'est la flexibilité. Donc, même si au niveau de la CV, il y a plusieurs cadres et normes qui régissent un peu comme la pratique de la CV, mais ça reste que c'est quand même quelque chose d'assez flexible où est-ce que le professionnel peut choisir qu'est-ce qu'il veut étudier au niveau de ses frontières et de ses limites, quels intrants au niveau de ses matériaux, quantité, spécification il veut inclure. Donc, ça fait en sorte que c'est un peu plus difficile de s'arrimer ensemble vu que c'est quelque chose d'assez flexible. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu investiguer. Et donc, avec le rapport, on étudie ces différentes catégories de stratégies et les stratégies sous ces catégories. Et on décortique les éléments qui peuvent venir influencer les différentes étapes de l'analyse de cycle de vie. Et on essaie de venir proposer un peu des recommandations ou des réflexions que les gens doivent se poser pour bien définir leurs limites et leurs frontières et qu'est-ce qu'ils veulent considérer ou pas. Et aussi le projet de référence, parce que souvent, quand on vient faire un projet circulaire, on va souvent le comparer à un projet de référence ou à un bâtiment typique. Et ce projet de référence va varier dépendamment de quelle stratégie tu souhaites mettre en place. Donc ça, c'est un peu comme j'ai un résumé au fait de notre projet. Et pour répondre à ta question, un peu comme pourquoi en fait on a voulu l'évaluer, c'est que pour moi, il y a plusieurs normes qui existent et qui sont très claires au niveau de la CV traditionnelle, mais qu'on vient réfléchir à ces stratégies circulaires. Pour moi, c'est un peu plus flou et moins clair. Et en tant que professionnel, moi, j'aime bien quand les choses sont très claires et que j'ai besoin des directives pour dire, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'il faut que j'évalue. Et donc, j'ai voulu créer quelque chose d'un peu plus clair avec l'aide de l'ETS, Pageco et Studio Carbone. Et aussi, pour moi, c'est quand il y a des directives claires, ça permet aussi... J'aimerais éviter un peu le greenwashing. Je trouve que dans l'industrie, on a tendance à dire « Ah ouais, j'ai été capable de réduire de 50% l'empreinte carbone de mon bâtiment ».
Mais c'est jamais très clair qu'est-ce que ce 50% représente. Et pour une réduction de 50%, il faut aussi bien définir c'est quoi cette référence sur laquelle tu compares ton 50%. Donc, j'espère qu'en essayant de proposer un peu des solutions pour clarifier la CV plus circulaire, on peut s'aligner en tant qu'industrie puis avoir cette pratique un peu plus cohérente ensemble. Parfait, merci. Alors, on reçoit des messages qu'on t'entend peut-être moins bien que les autres, Liane, donc peut-être essayer de parler plus fort dans tes prochaines interventions. Tu voulais réagir, Alice, là-dessus? Oui, ben c'est ça, effectivement. Désolée, j'étais en train d'essayer de régler les problèmes de son, mais je pense que l'enjeu aussi que vous avez rencontré, c'est vraiment le fait que les impacts peuvent être aussi avoir se retrouver sur d'autres systèmes. Et donc, ça montre la nécessité de comprendre les impacts de l'ACV sur aussi d'une manière globale sur les systèmes, sur d'autres bâtiments à l'échelle urbaine. Puis je pense qu'il y a d'autres, je pense que Annie, tu vas nous en dire plus. Ouais, puis pour couper sur tout ce qu'a décrit Liane, il y aura un guide, il y a un guide en fait qui est super beau, en plus d'être bien fait, donc toujours plus agréable à lire, qui est un peu le résultat de toute cette réflexion-là que vous avez menée, qui est donc saisissable par tout professionnel qui veut se pencher là-dessus et qui est déjà disponible. Puis vous pouvez nous écrire si besoin du lien, puis il sera disponible sur notre plateforme dont on vous a parlé. Donc c'est ça, justement, c'est ce que vous avez un peu regardé dans le cadre du projet de métabolisme urbain, c'était d'essayer d'un peu de contourner cette limite que décrivait Liane, ou d'avoir en tout cas une vision encore plus large au niveau du système. Annie, est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Oui, donc effectivement, l'idée, c'est vraiment de regarder au niveau d'une municipalité, par exemple, au niveau urbain. On a fait l'exercice pour la Ville de Montréal, mais il pourrait évidemment être dupliqué à un autre territoire. Ce qui avait été bâti, c'est un modèle, ce qu'on appelle le métabolisme urbain, en fait, c'est de regarder les flux entrants et sortants d'une ville. Et c'est un modèle qui était basé sur la dynamique des systèmes et qui est prospectif. Autrement dit, on va chercher des données historiques une certaine année et ensuite, on crée des relations entre les différents flux et d'autres facteurs, d'autres paramètres qui viennent influencer ces flux-là pour voir comment ils vont évoluer dans les années à venir, donc d'où l'aspect prospectif. On pense aux flux de matière et d'énergie et qui peuvent être affectés par certains paramètres comme on voit ici, par exemple, évidemment, la population qui va changer, certains changements technologiques, des politiques, des préférences de consommateurs qui vont faire en sorte qu'il va y avoir plus ou moins de certains flux qui vont entrer dans la ville. Avec ce modèle-là, on l'a développé en première étape au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, chacun de ces flux-là venait avec ces gaz à effet de serre autant directs. Donc, par exemple, j'importe de l'essence à Montréal pour faire fonctionner ma voiture. Il y a des émissions quand je vais rouler avec ma voiture liées à l'utilisation de l'essence qui vont être sur Montréal. Mais évidemment, cette essence-là a été produite, peut-être à une raffinerie qui est sur Montréal, avec des émissions de production à Montréal, mais le pétrole vient d'ailleurs, donc il y a des émissions du cycle de vie qui ont lieu à l'extérieur du territoire. On les inclut aussi avec des données qui proviennent de bases de données d'analyse du cycle de vie. Donc, c'est un modèle qui permet de voir l'impact environnemental, dans le fond, d'un petit peu toutes les activités urbaines, autant les impacts directs sur le territoire qu'indirects à l'extérieur du territoire. Ce qu'on a fait en deuxième étape dans le cadre du laboratoire, ça a été d'intégrer un des indicateurs autres que les gaz à effet de serre pour identifier le potentiel de déplacement d'impact dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure. On les a aussi tagués en bon français avec l'endroit où ils avaient lieu. Donc, un matériau qui venait d'un autre pays. Donc, on conservait sa localisation géographique où avaient lieu ces différentes émissions-là. Et dans le cadre du lab, on a raffiné un peu plus le secteur construction. Parce qu'en fait, le modèle, on peut s'imaginer, avec tout ce qu'on fait comme activité, ça prend énormément de données. Là, les flux peuvent être de nature différente. Et évidemment, la première ébauche qu'on en avait fait n'était pas complète
et on peut raffiner ensuite secteur par secteur. Donc, on le fait avec le secteur de la construction, avec des grandes familles de matériaux. Et on a créé une version où on voit visuellement où ont lieu les impacts du cycle de vie et aussi, selon je pense de mémoire, 17 indicateurs, là, on en montre 2 ici. Donc, c'est un petit peu de voir. Ce qu'on a fait, en fait, pour montrer ce résultat-là, c'est qu'on a en pré-simulé une augmentation de la circularité dans le secteur. Donc, si on augmente la circularité avec un indice de circularité de base, là, ce n'était pas pour tester certains scénarios spécifiques, c'était juste pour montrer ce qu'on pouvait faire. Donc, on augmente l'indice de circularité, puis on voit ici, pour 2 catégories d'impact, soit les changements climatiques puis l'épuisement de la ressource en eau, quel est l'effet en termes de diminution ou d'augmentation à différents endroits dans le monde. Donc, on voit par exemple qu'on augmentait un peu, donc quand on est dans le rouge, on augmente un peu, quand on est dans le bleu, on diminue. Donc, on augmentait un peu sur le territoire de la ville. C'est sûr que quand on fait des mesures de circularité, des initiatives, souvent, localement, on va augmenter un peu l'intensité, mais on va importer moins de matière, donc ailleurs, on va avoir des bénéfices. Donc, c'est ce qu'on souhaite montrer un peu ici. Donc, l'idée d'avoir ce genre de modèle de métabolisme urbain-là, c'est de tester l'impact de différentes décisions qui peuvent être prises à une échelle un peu plus large. Donc, on pense en termes de politique publique. Ça peut être même en termes de changement de comportement. Donc, dans un des articles, on montrait un cas où on a intégré un peu une contagion sociale et si le régime alimentaire des gens se mettait à être plus végétarien et moins carnivore de par l'effet de l'influence qu'on a. Donc, ça peut être vraiment très, très large en termes de secteur, en termes de type d'initiative qu'on est capable de montrer. Et encore là, ça permet de prioriser, de voir où on a plus d'effets avec une politique ou une décision à grande échelle ou de voir des potentiels déplacements aussi. Puis ce qu'on voulait montrer aussi avec la répartition géographique, c'est des potentiels déplacements, c'est des questions aussi parfois de justice environnementale, on entend. Donc, c'est sûr qu'au global, on a une diminution, mais si à certains endroits, on peut avoir une augmentation, d'en avoir conscience puis d'aller mettre en place peut-être des mesures qui vont permettre d'atténuer ces effets-là. C'est un petit peu la philosophie. Un peu comme dans le projet de la CV, évidemment, il y a des limites aussi qu'on a identifiées. C'est clair que s'il y a une difficulté à aller chercher les données au niveau urbain, donc souvent, c'est des statistiques qu'on va avoir nationales, et même là, il y a toujours un enjeu au niveau des données, mais au niveau municipal, c'est encore pire. Là, souvent, il faut faire de la mise à l'échelle de données qui vont être nationales, et il y a beaucoup de limites associées à ça. Donc, clairement, de raffiner secteur par secteur le modèle pour améliorer ces sources de données-là va être vraiment bénéfique dans le futur et de raffiner aussi la répartition géographique. Parce que ce qu'on voit là, il y a une hypothèse derrière ça, c'est normal, c'est de dire, par exemple, si j'ai de l'acier qui vient de l'Ontario, disons, on prend pour acquis que toute la chaîne de valeur est ontarienne et les émissions sont en Ontario. La mine n'est potentiellement pas là, elle est ailleurs, mais on n'a pas tracé, on n'est pas remonté jusqu'au début dans la chaîne. On est juste allé au premier maillon et on a mis l'impact là. C'était surtout pour montrer ce qu'on pouvait faire avec. Puis ensuite, ça, c'est une autre des idées pour améliorer ce genre de modèle-là dans le futur aussi, d'y aller plus finement en termes de où ont lieu les différentes activités. C'est super, puis ça me permet de visualiser en effet ce qu'on peut supposer ou imaginer, puis de le voir sur une carte, c'est vraiment super, super parlant, y compris pour les décideurs, je pense. Donc, on l'a vu, puis tu viens de le mentionner à l'instant, Annie, dans ce projet-là, puis dans celui de la CV aussi, ça s'est présenté. Il y a eu des enjeux de disponibilité, justement, des données. Puis c'est un enjeu qui est revenu souvent dans le cadre du lab construction. Et on voit que si on avait ces données-là, on pourrait boucler des boucles de circularité plus facilement. Peut-être aussi plus facilement aller vers des stratégies de réemploi. Donc, je vais me tourner vers toi, Eric, pour aller regarder du côté du concept de traçabilité et comment, si tu veux nous en parler, puis nous dire comment vous l'avez travaillé dans le cadre du lab. Oui, c'est ça. Dans le cadre du lab, le lab a commencé, on a mis un peu le concept de traçabilité tous ensemble, puis on regardait beaucoup la traçabilité de fin de vie
Dans le fond, la traçabilité, on entend parler des personnes qui vont peut-être porter des matériaux contaminés dans des places qui ne devraient pas être. Et donc, la notion de traçabilité de ce côté-là est très importante. C'est sûr et certain, on veut s'assurer que les matériaux vont aux bonnes places quand ils sont en fin de vie. Par contre, c'est sûr que la clé de l'économie circulaire, c'est encourager ce réemploi-là, c'est de rendre disponible, de comprendre qu'est-ce qu'on a, ce à quoi on peut travailler. Et donc, on a exploré la notion de traçabilité en amont et non en aval comme outil d'aide à la décision et de concept là, qui est clé, dans le fond, une condition sine qua non de l'économie circulaire. Donc, c'est sûr que la notion de traçabilité, on l'a dans d'autres secteurs. On a regardé, si on voit là, au niveau du secteur alimentaire, c'est sûr que la traçabilité, c'est clé. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, là, on l'entend avec des rappels là, de certains produits et tout, des contaminations et tout. Donc, c'est sûr que dans d'autres secteurs, la notion de traçabilité est très, très ancrée, puis il y a des systèmes qui sont en place. Nous, en construction, c'est un peu moins le cas. Comme je mentionnais, la traçabilité, c'est beaucoup en fin de vie, mais on voulait l'explorer là, en amont. Donc, dans l'absence d'avoir un standard ou un cadre, on a développé, on a proposé un cadre de traçabilité. Rien, on réinterprète les 5 questions là, et on met dans la traçabilité pour comprendre un peu c'est quoi les différents moments dans le cycle de vie, par exemple, d'un actif qu'on va vouloir effectuer de la traçabilité. Qu'est-ce qu'on trace? C'est ça la question. C'est quoi les produits, les entités, les parties prenantes? Comment qu'on le fait? Donc là, on regarde aussi la transformation numérique en construction. C'est sûr, c'est une clé pour faciliter la traçabilité. Avant, ça aurait peut-être été moins évident, mais maintenant, avec toutes les initiatives en matière de transformation numérique, c'est vraiment l'élément qui nous permet maintenant de mettre en œuvre des stratégies de traçabilité. Puis après ça, c'est qui les personnes qui sont interpellées, qui doivent intervenir dans le contexte de traçabilité. Finalement, la réponse, la question la principale, c'est pourquoi? Hein? Donc, pourquoi on trace? Ça a été quelque chose, je pense que ça a été un défi pour nous autres de comprendre, OK, oui, c'est beau la traçabilité, puis on peut mettre de l'information, puis créer des bases de données, puis avoir de l'information sur les produits et matériaux, puis ça va être le fun. Mais au final, qu'est-ce que ça donne? Puis à qui que ça bénéficie? C'est toujours la question en construction, c'est à qui revient le bénéfice. C'est sûr qu'on remet beaucoup sur le propriétaire. Puis je pense que, en termes d'économique, si sont en fin de vie, son bâtiment a un potentiel de revente des produits et tout ça, bien, il faut qu'il y ait une idée de ce qu'il y a dans son bâtiment, il faut qu'il y ait une idée de ce qu'il y a dans l'actif et potentiellement la valeur de ce produit-là ou de ce matériau-là. Donc, dans le cadre de traçabilité, c'est sûr qu'on a voulu l'expérimenter, un peu comprendre qu'est-ce qu'on faisait avec. Puis il faut comprendre que ça revient beaucoup on est très dans le contexte de l'ACV et tout ça, c'est tous des éléments, des prises de décision tout au long du cycle de vie de l'actif. Ici, je fais juste un clin d'œil aux stratégies d'économie circulaire, là, donc la notion de restreindre, ralentir, régénérer, collaborer, quand est-ce que ça rentre en ligne de compte et évidemment boucler la boucle en fin de vie. Puis, dans le fond, la notion de traçabilité, ça transcende un petit peu ces stratégies-là, ça supporte l'ensemble de ces stratégies-là. Puis, au centre de tout ça, la notion de collaboration, elle est clé. Donc, si on continue, on a pris avec l'équipe Solutions, donc je fais aussi le clin d'œil, donc Liane faisait partie avec Arup, il y avait le groupe Optel. On a travaillé aussi, on a eu la chance de travailler sur une étude de cas duplex circulaire avec Alexandre Landry et Béchara Halal de l'Université de Montréal et l'équipe au sein du GRID. Là. Donc, c'est sûr qu'on jouait avec qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment affecter la traçabilité? Donc là, ici, on a un cas d'usage très, je pense, assez clé de l'économie circulaire. On a un produit, on l'enlève du bâtiment et on veut le réhabiliter, on le met ailleurs. Donc, c'était la question, c'est de dire, quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre, quels sont les besoins en termes d'information pour permettre cette traçabilité-là tout au long du cycle de vie, puis à quel moment est-ce que l'information va rentrer puis sortir pour informer une décision, de dire, j'ai accès à un gisement, j'ai accès à un produit, ce produit-là, et je peux l'en bénéficier dans mon projet, et ensuite, ce produit-là va continuer à vivre, et lors de la fin du cycle de vie de ce nouvel actif-là, est-ce qu'on peut le réintroduire dans un nouveau cycle de vie? Donc, on a un peu l'illustration ici. Puis ici, on dit juste en termes de
qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a de l'air au final? Ben, c'est sûr que c'est un écosystème d'outils axé beaucoup sur les données ouvertes. On a utilisé ici, dans ce cas-ci, une plateforme en ligne là, qui s'appelle Speckle. C'était une question dans le fond, chaque professionnel, chaque partie prenante travaille dans son écosystème d'outils. Puis le but ici, c'est de faire transiger l'information puis d'avoir une source de vérité pour évaluer, quantifier, etc., les différents matériaux. Donc, c'est ça qu'on a essayé de mettre en œuvre, un peu cette stratégie-là. Donc, vraiment, de partir du concept, c'est quoi la traçabilité, puis de l'implanter, puis de vraiment le tester dans un cas réel. Ben, c'est vraiment ce que ça nous a permis de faire là, au sein de la construction, ce qui a été intéressant. Bon. L'accès à la donnée, c'était le gros problème. Là. Donc, ici, on voit là, dans la modélisation, juste quantifier, c'est un bâtiment qui est existant. Donc, on n'a pas démoli les murs, on n'est pas allé voir à l'intérieur des murs qu'est-ce qu'il y avait, c'était quoi les matériaux disponibles, beaucoup d'hypothèses. C'est un bâtiment des début 1900, fait qu'on avait des hypothèses de composition de murs, de disponibilité. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le voit que ça se passe à petite échelle. Hein? Puis, c'est dire, ben, OK, je pense que dans ce cas-ci même, il y avait accès à des fenêtres qui étaient, dans le fond, sorties d'une ligne de production ou d'une erreur de dimension. Donc, est-ce qu'on peut reprendre ça, les réintroduire dans le modèle? Après ça, demander au propriétaire, ben, sur 20-25 ans, de maintenir cette base de données-là pour dire, ben, quand lui va finir ou vendre son bâtiment, est-ce qu'il peut transférer cette information-là puis continuer le cycle de vie des matériaux? Oui, mais je pense que l'exemple que tu viens de donner, là, d'intégrer des fenêtres qui viennent d'ailleurs issues du réemploi, on l'a entendu là dans le lab, c'est peut-être un enjeu des fois, l'accessibilité à ces matériaux-là. Puis je pense qu'il y a une réticence aussi dans le milieu à intégrer des matériaux issus du réemploi parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant dans leur vie passée. Donc, probablement que la traçabilité, ça permettrait là, de systématiser leur usage, au moins d'avoir la connaissance. Ben voilà, j'intègre un matériau issu du réemploi, je sais, j'ai des informations d'où il vient. Puis donc, renforcer la connaissance du matériau, puis c'est ça, savoir renforcer la confiance aussi pour les différents architectes, les différents concepteurs, d'où viennent ces matériaux. Donc ça faciliterait l'économie circulaire, puis aussi des nouveaux modèles d'affaires autour de ça. Ouais, juste la technologie maintenant, elle va le permettre de plus en plus avec la capacité de créer ces jumeaux numériques et tout ça. C'est sûr qu'avant, il y a 5-10 ans, c'était peut-être moins évident, mais maintenant, on ne peut pas demander à un propriétaire de chaque fois qu'il fait une intervention, surtout au niveau résidentiel, puis à petite échelle, chaque fois qu'il fait une intervention, de la noter, puis tout ça, mais il y a des façons d'automatiser ces processus-là qui s'en viennent. Donc, la numérisation va être clé et pour le développement de cette traçabilité-là et aussi pour le développement de ces nouveaux modèles d'affaires, justement, qui vont peut-être en découler. Je vais me tourner vers toi, Marc, justement, si on parle de modèles d'affaires, dans le projet que toi, tu as mené au sein du Lab et sur lequel Annie était d'ailleurs aussi impliquée. Elle est partout. Tu as regardé en particulier une stratégie de circularité qui a le potentiel de venir un peu justement bousculer les modèles d'affaires linéaires dont on a parlé au webinaire 1. Et puis cette stratégie-là, c'est l'économie de fonctionnalité. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là, Marc? Oui, avec plaisir, Hortense. Effectivement, nous, on s'est intéressé à l'économie de fonctionnalité puis de voir dans quelle mesure c'était une stratégie qui était intéressante là, dans le domaine du bâtiment. Donc, peut-être pour définir au départ ce qu'est l'économie de fonctionnalité, c'était probablement fait dans le webinaire 1, mais à titre de rappel, c'est tout simplement au lieu de vendre un produit, ben, on va plutôt vendre l'usage du produit. Donc, il y a une énorme différence dans la mesure où le produit demeure propriétaire, c'est le fournisseur qui demeure propriétaire du produit. Et donc, l'usage est plutôt facturé. Donc, pareil, l'exemple classique qu'on a, c'est le photocopieur là, dans nos bureaux maintenant, qui est généralement détenu par un fournisseur, Xerox pour le nommer, par exemple, et on est facturé au nombre de photocopies qu'on utilise. Donc, ça, c'est classique qu'on connaît, mais il y a bien d'autres utilisations d'économie de fonctionnalité dans bien d'autres domaines. Et donc, on s'est demandé, est-ce que ça pourrait être intéressant comme stratégie dans le domaine du bâtiment? Et on a donc travaillé sur l'idée de mettre en lumière, en fait, les bénéfices économiques et environnementaux de l'utilisation de cette stratégie-là. Et on a travaillé sur un volet plus spécifique qui est le volet de la consommation énergétique.
L'idée étant d'avoir un exemple concret là, sur lequel travailler. Donc, on a travaillé sur deux objectifs spécifiques dans ce projet-là. Donc, on a fait une revue de la littérature. Et bon, le constat très simple de la revue, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples d'économie de fonctionnalité actuellement dans la littérature, dans le volet bâtiment. Et donc, ben, tout est à faire, donc tant mieux, ça me donne du travail. Et on va se concentrer sur le deuxième volet du projet qui est plutôt l'étude de cas. Donc, on a réalisé deux études de cas basées sur un réseau urbain de boucles énergétiques là, ici à Montréal, que vous connaissez probablement, donc le réseau ECCU, donc qui appartient à Énergir. Donc, on voit ici la carte. Donc, nous, on a travaillé sur deux bâtiments. Un bâtiment, bon, plutôt institutionnel, puis un bâtiment qui avait donc une tour à bureau en tant que tel. Et donc, ce qu'on voulait montrer ici, on a fait une comparaison, en fait, entre cette boucle énergétique-là, qui est, dans le fond, dans cette optique d'économie de fonctionnalité, puisque le chaud et le froid est fabriqué, donc produit à une centrale, donc détenue par Énergir, et poussé dans des canalisations vers les différents bâtiments de ce réseau urbain-là, donc pour chauffer et refroidir les différents bâtiments. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail au niveau environnemental et un travail au niveau économique pour comparer les impacts donc, de l'utilisation de ce fameux réseau urbain-là, autant sur le chaud et sur le froid. On l'a comparé donc à si on devait fabriquer en quelque sorte le chaud et le froid dans chacun de ces bâtiments-là, donc dans les deux bâtiments que nous avons étudiés. Donc, il y a une portée, une analyse environnementale puis une analyse économique. Donc, je ne sais pas, Annie, si tu veux prendre une petite minute pour nous parler du volet environnemental. Oui, bien sûr. En fait, nous, on a concentré l'analyse sur la consommation d'énergie et ses impacts. Donc, on a regardé dans les cas des deux bâtiments, qu'est-ce que ce serait comme opération si le bâtiment avait ses propres équipements pour produire sa chaleur et son froid par rapport à être connecté à la centrale et là, l'impact de la centrale comme telle. Donc, on a des bénéfices là, qui, disons, comme ordre de grandeur, tournerait autour de 10 en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, ça provient du fait que c'est beaucoup plus efficace et c'est justement ça l'avantage de l'économie de fonctionnalité, c'est que le fournisseur, lui, va vendre le produit, le mégajoule d'énergie à un prix fixe. Donc, il y a tout intérêt à le produire en consommant le moins d'énergie à la base possible. Donc, c'est ce qui arrive. Ce sont des réseaux de chaleur qui sont extrêmement efficaces par rapport à quelqu'un qui opère son propre système. Le système lui-même est moins efficace. Puis en plus, il n'est pas un super spécialiste des systèmes. Donc, on s'attend à ce qu'il consomme un peu moins. On n'a pas inclus à cette étape-là de l'analyse l'impact sur les équipements parce qu'évidemment, produire les équipements a aussi des émissions liées aux chaînes de valeur des différents éléments. C'est généralement beaucoup moins important quand on regarde l'impact du chauffage. Et de toute façon, on s'attendrait aussi aux mêmes conclusions parce qu'on a l'économie d'échelle avec la centrale par rapport à chacun son petit système. Donc, on ne l'a pas fait, mais l'inclure nous permettrait d'arriver à ce même genre de conclusion-là, mais pour un beaucoup plus petit pourcentage de l'impact total parce que c'est vraiment évidemment la consommation de gaz naturel là, pour produire l'énergie qui a vraiment un plus grand impact. Merci, Annie. Donc, du côté économique, on va rester peut-être sur l'autre slide pour l'instant. Donc, du côté économique, le défi est un peu plus grand parce que, encore une fois, c'est le sujet du jour. L'accès aux données n'était pas évident. Donc, on avait accès à des données, évidemment, sur la consommation. Ça va bien, mais évidemment, il y a toutes sortes de coûts à considérer dans ce genre de réseau. Donc, des coûts d'infrastructure, évidemment, de développement, d'entretien, etc. Et ce type de coût-là là, était plus ou moins disponible dans les systèmes. Le constat qu'on arrive, c'est qu'au niveau du coût direct, on n'a pas mesuré de gain ni de perte d'un système à l'autre. Mais là, ici, il y a un important bémol, c'est qu'il faut comprendre que le modèle d'affaires de ce réseau urbain de boucle énergétique-là et évidemment, c'est une entreprise lucrative là, qui possède ce réseau-là. Donc, on comprend que s'il y a un gain, tantôt Annie parlait d'un gain d'échelle, une économie d'échelle sur les infrastructures, c'est probablement l'entreprise comme Énergie, dans ce cas-ci, qui conserve ce gain-là, qui n'est pas nécessairement transféré en gain auprès des clients.
Donc, ce qui fait en sorte que le marché s'équilibre dans ce cas-ci, que les coûts qu'on paierait en tant qu'institution pour produire notre propre chaud-froid équivaut à ce qu'on reçoit de l'entreprise qui nous donne cet usage-là. Cela dit, dans un modèle d'affaires différent, on pourrait assister à autre chose. Je vais en parler là, à la toute fin. Et cela dit, donc, au-delà de l'impact économique direct, on a quand même constaté d'importants impacts économiques indirects. Et c'est ceux-là, en fait, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans tout ça, au-delà de ce qu'on a dit au niveau de la portée environnementale et économique, là. Donc, il y a plusieurs impacts économiques indirects qui ressortent de l'application, de l'usage d'une économie de fonctionnalité dans le domaine énergétique. Donc, rapidement, ben, ce qui ressort, c'est que premièrement, ce système-là, il y a une plus grande résilience, une plus grande fiabilité. Pourquoi? Ben, parce que ce sont des systèmes qui sont développés de façon redondante. Donc, il y a une redondance qui est effectuée. Donc, si un système tombe en panne, ben, on a un autre système dans la centrale qui existe pour prendre la relève, ce qui est assez difficile ou probablement impossible à faire au sein d'un bâtiment à la fois, ce qui nécessiterait des coûts beaucoup trop élevés. On a également un aspect très, très, très important de l'économie de fonctionnalité, c'est la tranquillité d'esprit que ça amène pour celui qui bénéficie de l'usage en question. Donc, dans ce cas-ci, plus spécifiquement, ben, il y a toute la notion d'embauche et de gestion du personnel technique là, pour assurer l'entretien des infrastructures dans chacun des bâtiments. Ça demande un personnel très qualifié, complexe dans un marché compétitif où on ne peut, on sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, les intervenants là-bas nous ont vraiment dit que ça deviendrait un enjeu stratégique important s'ils devaient embaucher ce genre de personnel-là pour assurer l'entièreté de l'entretien de tous ces équipements. Évidemment, il y a des gens qui sont dédiés à l'entretien des équipements locaux, hein, les tuyaux, etc. Mais ça demeure que c'est beaucoup moins intense en travail que d'avoir l'ensemble des infrastructures. Une autre tranquillité d'esprit, c'est celui des normes et règlements. Donc, c'est complexe, notamment tout ce qui touche les équipements sous pression, les fuites de réfrigérants, notamment les tours d'eau aussi. Donc, tout ça, bien évidemment, c'est assuré par, dans ce cas-ci, le CCU Énergie. On va nécessairement travailler là-dessus. Tout ce qui est risque sur la santé humaine, associé notamment au tour d'eau et la possibilité d'avoir la légionnelle, donc la légionellose. Donc, c'est un aspect qu'il faut considéré, qui n'a pas besoin d'être considéré par les institutions, puis toute la gestion de la saisonnalité aussi, à quel moment on doit fermer et ouvrir le tour d'eau. Ça a l'air simple, mais c'est très complexe. Puis si on le fait mal, ben ça implique un paquet d'enjeux stratégiques. Donc, ça, c'est assez intéressant. L'autre aspect, c'est la collaboration. Puis l'accès aux compétences, ben, il y a plusieurs ce partenariat-là, finalement, entre CCU et les différentes institutions, les différents bâtiments, ben, ça amène vraiment plusieurs gains importants, dont le soutien technique offert par le CCU, bien sûr, mais aussi le transfert de connaissances des acteurs techniques, dans ce cas-ci, des différents bâtiments et de la centrale. Puis aussi, il existe un réseau d'experts autour de cette centrale-là, de ce réseau urbain-là, d'un paquet d'experts qui sont évidemment préqualifiés pour bien intervenir sur des problématiques au niveau de ce réseau urbain-là. Donc, évidemment, cet écosystème-là est au bénéfice, bien sûr, des institutions. Et finalement, peut-être un élément très important aussi, c'est l'économie d'échelle. Donc, le fait d'être connecté dans un réseau urbain, ben, ça amène que si j'ai de nouveaux besoins de chauffage et de refroidissement, ben, c'est facile, hein, on a juste à demander, puis on va recevoir davantage dans le cas de ce réseau urbain-là, ce qui serait plus compliqué si je faisais de la production locale. Il faudrait peut-être que je rajoute des équipements, donc évidemment, ce serait très coûteux. Tout ce qui est renouvellement technologique aussi, donc au lieu que chaque bâtiment fasse son renouvellement technologique, ben, ce renouvellement technologique-là est centralisé, ce qui amène définitivement une économie d'échelle. Puis l'ajout de nouveaux clients aussi au réseau amène une économie d'échelle, c'est-à-dire que toutes choses étant égales par ailleurs, on a moins besoin marginalement de produire davantage de chaud et de froid pour accueillir ce nouveau client-là. Et donc, techniquement, on devrait avoir une économie d'échelle. Cette économie d'échelle-là n'est pas actuellement, comme je le disais tantôt, au bénéfice du client. Elle n'est pas partagée au client. Mais si on avait un modèle d'affaires différent, par exemple une coopérative, mais là, on pourrait avoir ce partage de valeur-là percolé vers les différents clients, par exemple. Constat pour terminer, rapidement, ben, l'économie de fonctionnalité, c'est définitivement pertinent pour le domaine du bâtiment.
On a vu l'énergie, mais certainement porteur dans d'autres domaines. On parle, par donner quelques exemples ici, dans le domaine de l'ascenseur, par exemple, dans le domaine de tous les équipements de sécurité aussi, dans les bâtiments. Donc, ce sont des applications potentielles qu'on voit là, pour l'économie et fonctionnalité dans les bâtiments. Génial, merci. Merci beaucoup, Marc. Projet assez complet aussi, puis des constats vraiment intéressants sur ce que vous en retirez et du beau potentiel. Liane, dans ce que tu as entendu là dans les 3 dernières approches, qu'est-ce que tu vois de prometteur là-dedans dans l'industrie, toi qui es en contact avec eux au quotidien, dans ta pratique? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent à retenir ou à transmettre directement? Ouais, pour moi, ça serait une combinaison en fait des Ouais. 3. Donc, si on est capable d'implémenter cette traçabilité au niveau d'un bâtiment, comprendre, avoir les données complètes par rapport à ce qu'il y a comme matériaux, comme équipement, et qu'on puisse créer cette base de données pour un bâtiment. Puis après, d'élever l'échelle à pas seulement regarder le bâtiment lui-même, mais le regarder aussi de manière un peu plus élevée. Donc, peut-être de bâtiment à propriétaire à, je sais pas, municipalité, ville, et petit à petit un peu plus gros. Comme ça, c'est tout un système qui fonctionne ensemble, et c'est pas juste un bâtiment qui se regarde tout seul. Ouais, intéressant. On a vu aussi certains des projets du Lab qui ont justement amené cette idée que faire de la circularité pour un bâtiment seul, ça n'a pas toujours du sens et que le bâtiment il est dans son quartier, dans sa ville, avec tout son contexte aussi. Donc, intéressant. Merci. On va prendre, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions parmi les participants. Je ne sais pas si tu en as sous la main, Alice, s'il y a eu des demandes. Ouais, je voulais juste clarifier, il y a quelqu'un qui demandait quelle est la différence entre ACV non circulaire et ACV circulaire. Donc, je voulais juste quand même clarifier que ça suit les mêmes normes. Mais là, le projet a vraiment regardé comment on peut intégrer les stratégies d'économie circulaire et développer une méthodologie pour intégrer ces stratégies d'économie circulaire dans l'ACV. Donc, juste revenir rapidement là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais moi, j'en avais une. J'en avais une pour vous. En fait, c'est quelque chose que tu as dit, Eric, sur à qui est-ce que ça bénéficie, ça. Je pense que tu viens de le dire aussi en changeant d'échelle, penser aux propriétaires. Fait que justement, peut-être clarifier au niveau de l'ACV, je ne sais pas si Annie ou Liane ou toutes les deux vous voulez répondre, mais à qui ça bénéficie il y a des bénéfices là on l'a vu là dans l'aide à la décision, etc. Mais aussi pour les propriétaires de bâtiments, les développeurs, c'est quoi leur avantage à eux à mettre en place l'analyse de cycle de vie, puis potentiellement lié à des évolutions réglementaires là-dessus. Tu l'as dit sur le LEED, que ça permet de faire ça aussi, mais il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent. Question assez large, mais voilà, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut se lancer là-dessus. Comme tu veux. OK, ouais. Ça peut bénéficier à tout le monde parce qu'en fait, ce sont des outils qui peuvent être de différentes façons utilisés par tout le monde. Donc, évidemment, que ce soit le promoteur d'un projet qui veut, on a vraiment de plus en plus tendance à vouloir faire des projets de bâtiments, justement, verts. Donc, évidemment que ça prend des outils comme ça. Puis, dans le marché aussi, se développent des outils avec des bases de données qui vont être plus facilement utilisées, de mettre les données ensemble pour que ça soit pas tout le temps nécessairement, tu n'as pas besoin d'engager tout le temps nécessairement un expert. Ça aide vraiment autant de prendre ta décision, faire des choix, puis dans la communication aussi, éviter tout ce qui va être greenwashing, d'être capable de montrer pourquoi, effectivement, ton bâtiment, il est meilleur, sur quels aspects prioriser. Donc ça, c'est pour vraiment au niveau plus propriétaire, promoteur, puis évidemment au niveau plus de planifier les politiques et tout ça. Donc d'assurer qu'on met en place les bonnes politiques, puis qu'on va capter les effets aussi négatifs là, pour pas créer de grandes problématiques. Après ça, on va être pris avec. Oui, c'est très complet. Ça revient un peu à la question du début, pourquoi quantifier et pourquoi mesurer. Et c'est vraiment pour vraiment comprendre ses impacts, se mettre les bons objectifs et prendre les bonnes actions pour se rendre où est-ce qu'on veut aller. Et ça implique tout le monde. Ça peut être tant les professionnels dans la construction, mais après, les impacts ou les bénéfices vont être indirects aussi à ceux qui en bénéficient indirectement, comme
les utilisateurs d'un bâtiment ou les citoyens. Je veux dire, on se met des politiques de développement durable, on veut atteindre la carboneutralité et tout ça. Tout cela n'est pas possible sans avoir une approche systématique puis considérer l'ensemble. Donc, si la Ville de Montréal, si le gouvernement du Québec se met des cibles, le gouvernement fédéral, si on ne se met pas les mécanismes pour les atteindre, c'est sûr que ça ne sert pas à grand-chose. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci à tous. Vous êtes tous contributeurs justement d'atteindre ces cibles-là. Donc, on est tous dans ce bateau-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci aux questions aussi qu'on a eues en ligne. Si jamais vous avez des questions importantes qui n'ont pas pu être prises en compte, vous pouvez nous contacter à nos adresses courriels. Raphaël va les indiquer dans le chat si besoin. Puisqu'on s'achemine déjà vers la fin de notre webinaire. Donc, le prochain a lieu ce jeudi, le 6 à 11h. On va regarder du côté des études de cas en contexte municipal. Donc, comment on peut mettre en œuvre l'économie circulaire en contexte municipal. Raphaël va aussi vous mettre le lien direct pour vous inscrire à ce webinaire-là qui a donc lieu jeudi. On vous a mentionné en début de webinaire la nouvelle plateforme web du Lab Construction. Donc là, vous voyez à l'écran la page d'accueil parce que cette plateforme est prête. On a juste encore quelques petits ajustements à faire pour s'assurer que vous avez une bonne expérience de navigation. Mais ça va être diffusé vraiment sous peu. Donc merci de votre patience. On va vous envoyer un courriel à toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire pour pouvoir la consulter. Et comme on le disait tantôt, si jamais d'ici là, vous avez un besoin urgent d'une des ressources du Lab Construction, vous pouvez nous contacter pour les obtenir directement. Je me tourne vers nos invités pour le mot de la fin. Annie, maintenant tu es une habituée, on pose la même question à tous nos invités, qui est un petit peu notre fil rouge, puisque notre série de webinaires s'appelle Expérimenter la circularité. Donc on voulait vous demander qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, de cette expérimentation finalement au sein du Lab Construction. Marc, je commencerai par toi. Écoute, avec un jeu de mots inclus, je dirais co-construction. Parfait. Puis un seul mot, tu es le premier, je pense, à réussir à le faire en un mot. Annie? Je vais dire peut-être démonstration. Donc, Ouais. beaucoup de ces projets-là sont évidemment excessivement concrets puis viennent montrer que c'est possible de le faire puis pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Yann? Enrichissante. Sans commentaire. Mais j'ai dit un mot. Je peux faire un commentaire aussi, parce que j'ai trouvé beaucoup de valeur à participer au lab, et pour moi, l'économie circulaire, c'est aussi redonner de la valeur à des choses qui existent pour éviter qu'elles se retrouvent où est-ce qu'on ne veut pas qu'on les retrouve. Oui, en effet, on a eu de belles conversations au sein du lab, puis aussi sur certains projets, on a aussi mis un peu de tangible dans l'intangible, donc c'était chouette. Éric? C'est ouverture, ça m'a ouvert un nouveau domaine. Moi, je suis spécialisé en gestion puis en transformation numérique en construction. Puis l'économie circulaire, c'est sûr, c'est un pilier, quelque chose d'important, mais vraiment, ça m'a permis une ouverture sur ce domaine-là qui est super. Puis, c'est que le début, hein? C'est le début, exact, c'est ça. Comme Marc qui disait, on a bien du travail. Oui, excellent. En effet. Parfait, non, mais je voulais juste rajouter sur mon commentaire, Marc. si j'ai 30 secondes, juste pour dire qu'effectivement, l'économie circulaire nécessite une ouverture puis une approche holistique qui inclut beaucoup de parties prenantes. Et je pense que c'est ce que le Lab Construction a permis de faire, c'est de pouvoir co-construire tout le monde ensemble des solutions puis de pouvoir les expérimenter. Donc, chapeau au Lab. Merci Marc. Merci beaucoup à nos invités, donc Marc, Annie, Liane, Eric, merci Alice, merci à Carl et Raphaël pour le soutien technique. On vous laisse aller dîner, puis on se retrouve jeudi, même heure. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.